Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan, le premier du mois de mai. Alors vous savez ce qu'on dit, en mai, fais ce qui te plaît, moi je fais un journal. Parce que ça me plaît, et j'espère que ça vous plaît aussi, donc on commence tout de suite. Ma foi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de fromages végétaux affinés, donc on va y remédier, parce que on a reçu les fromages de la petite marque Vegiles, je ne sais pas comment ça se prononce, qui fait du fromage végétal affiné artisanal en région PACA, et je vous en ai déjà parlé il y a un certain temps, parce qu'ils font à la base des sortes de petits camemberts, soit nature, soit aromatisés, avec des petits trucs. Et je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup plu. C'était vraiment très intéressant comme association dans leur saveur. Et bien là, ils ont décidé de faire d'autres types de fromages, et c'est ce qu'on va voir ensemble, ce sont des bûchettes. Plutôt originales. Alors, il y a deux références. La bûchette, qui porte bien son nom, voilà. Et la cendrée, oui. Donc, je suppose qu'on veut nous emmener sur le terrain de la bûchette, dans l'esprit fromage de chèvre. On va voir si ça se confirme, mais si c'est le cas, je suis plutôt content parce que j'avoue que quand j'étais végétarien et fan de fromage, les fromages de chèvre, j'adorais ça. Mais je vais pas m'enflammer, je pourrais être déçu. Allez. C'est l'heure du déshabillage et de la découverte. Ouh. Nice. Ça a vraiment une bonne tête, je trouve. Bien. Allons-y. Un petit morceau. Oh. On a sous la lame une texture assez ferme, dense. Vraiment, la croûte est parfaitement fleurie, très uniforme, donc il y a une belle maîtrise. Voyons. Ah, oui. Le nez me fait penser déjà, effectivement, à une odeur un peu de chèvre, assez douce, mais il y a un truc. Bon, je vais pas attendre plus, hein. Je goûte. Pas mal. Pas mal du tout même. On a les traceurs du goût de la bûche de chèvre. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. C'est assez caractéristique. Et alors, il y a peut-être un petit peu plus d'acidité que ce qu'on peut attendre. Attention, ça attaque pas. Je cherche la petite bête pour voir qu'est-ce qui m'évoque des souvenirs et ce qui diffère. Et là, je détecte une toute petite acidité supplémentaire que j'attendais pas forcément, qui est pas déplaisante et qui passe. Ce qui reste en bouche, c'est vraiment ce parfum, cette note aromatique typique du fromage de chèvre. Je ne sais pas comment ils font, parce qu'on est encore sur un mélange assez classique de cajou, d'huile de coco, enfin voilà, c'est les ferments, etc. Bien sûr, c'est sur les ferments que ça va jouer, mais c'est très très bon, c'est très réussi, je trouve. Bien, après cette première expérience positive, nous allons passer au cendré, et là aussi, j'ai hâte. Allez, c'est l'instant découverte. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Oh. Ok. J'aime pas déchirer les papiers. Voilà. On prend son temps. Franchement, c'est beau, hein. Bon, on a effectivement un développement de croûte supplémentaire. L'affinage s'est poursuivi, mais ça a l'air très bien quand même. Très très similaire à l'autre en termes de texture. Alors... Oh. Ah, le nez, déjà, ça me parle, hein. On retrouve encore les traceurs chèvre au niveau olfactif, mais c'est un petit peu différent
Voilà, ce qui est mieux. Hein. S'il y a 2 recettes, autant que ce soit différent. Allez. Oh oui. Mmh. Oh là là, les amis, il y a une longueur en bouche. Très évocatrice. On y est, hein. On y est. Il y a même le côté légèrement piquant sur l'arrière du palais, là, que je sens. Oh, on est bien. Ah, on est vraiment bien. Le côté cendré est effectivement bien dosé. Ça apporte quelque chose par rapport à la bûchette classique, c'est différent. C'est un peu plus de caractère. C'est un petit peu moins doux. Et en texture, on est assez cousin, mais alors celui-là est peut-être un peu plus fait ou moins, je sais pas. Mais il a plus de crémeux en bouche que l'autre, qui est un poil plus ferme. J'ai une petite préférence tout de suite sur celui-ci parce que, ouais, il envoie plus. Même si le premier m'a séduit, celui-ci ne fait que confirmer que Végile a trouvé le truc pour vous faire du fromage de chèvre vegan. Voilà, c'est génial. Bah moi, je vous avouerai que je suis particulièrement satisfait et parce que, comme pour beaucoup de choses, dans les fromages affinés, on tourne en rond. Comme les simili carnés, on tourne en rond, c'est toujours le même type de produit, c'est la même dénomination, la même forme. Enfin, ça, c'est pas très créatif. Ça peut pas dire que c'est pas bon ou que c'est de mauvaise facture, c'est juste que c'est un peu redondant et toutes les marques ont un peu tendance à faire la même chose. Et une bûche de chèvre, je pense que c'était nécessaire à rajouter au panel de possibilités véganes. Et quand c'est bien fait et réussi comme ça, moi, je ne peux que saluer l'effort, le travail et la prise de risque. Après, oui, le fromage de chèvre, pour ceux qui mangeaient du fromage, ou même qui en mangent encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu clivant, parce que ça a un caractère particulier par rapport au fromage de lait de vache. Et oui, ça fait pas l'unanimité. Donc, en créant une alternative végétale au fromage de chèvre, Végile prend un risque de pas forcément répondre aux attentes d'un public qui est trop habitué au fromage de lait de vache et qui aimait pas le chèvre. Mais en même temps, pour ceux qui étaient vraiment amateurs, bah c'est génial. C'est génial. Donc, moi, je suis heureux. Et vous alors? Vous étiez dans la team fromage de chèvre ou pas? Est-ce que ça vous manque? Est-ce que ce genre d'alternative vous intéresse? Dites-moi tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène sur YouTube qui est assez intéressant au niveau des habitudes qui se sont développées au cours du confinement. C'est un mouvement musical appelé lo-fi. Alors en bon français on dirait lo-fi, puisque c'est une référence aussi au hi-fi, hi-fi. Donc on n'est pas sur de la musique de haute qualité, mais plutôt quelque chose qui renvoie justement à un son plus ancien tout en restant contemporain. Ce sont des playlists que vous allez retrouver sur Internet, donc principalement sur YouTube, qui sont des musiques d'ambiance, qui ont pour particularité de vous aider à vous concentrer. Et ça, je vous ai déjà parlé de musique un petit peu dans ce genre, mais plus pour la méditation, où il y a un petit côté un peu psychédélique, on ouvre ses chakras, etc. Bref, là, c'est pas du tout le même esprit. On est sur presque ce que j'appellerais, moi, de la musique d'ascenseur. Ce qu'on aurait pu appeler, il y a quelques années, de l'easy listening, mais contemporaine. Et donc, vous avez des playlists qui durent des heures et des heures et des heures, en boucle. Hein. Il y a même des sets qui sont en live constant et qui recueillent énormément d'audience. Et c'est un véritable phénomène. Et la question qui se pose, c'est mais à quoi ça peut bien servir? Eh bien, l'humain a ses habitudes et ses développements, vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un bruit de fond pour se concentrer, pour pouvoir être efficaces dans leur travail. Et le silence crée quasiment une angoisse chez eux qui fait que ça les perturbe. Ok, moi j'aime bien travailler en silence, mais j'avoue que j'ai une préférence pour travailler en musique. Ça, c'est pas un secret.
Alors moi, je suis pas très très lo-fi, hein, je suis plutôt grosse techno allemande, mais chacun son école. Je ne juge pas. D'ailleurs, la lo-fi en soi, c'est pas désagréable. Et c'est justement, ce qui fait sa force. C'est que c'est une musique qui est consensuelle, qui doit a priori plaire à tout le monde, quelles que soient les circonstances. Vous metteriez de la lo-fi dans un ascenseur, vous passeriez le temps agréablement. Vous metteriez ça dans un magasin, vous trouveriez ça agréable. Vous mettez ça dans un restaurant, ça crée une ambiance. Et d'ailleurs, dans un café, vous voyez l'ambiance un petit peu des Starbucks surchargés avec les ordinateurs portables et cette petite musique de fond qui n'est pas des tubes connus, n'est pas quelque chose de trop répétitif, mais quand même qui berce un peu, qui crée une atmosphère. C'est la lo-fi finalement. Alors bien sûr, hein, le plus simple, c'est d'aller écouter une de ces chaînes pour vous rendre compte du style et voir si ça vous parle. Et peut-être que ça pourrait vous aider dans votre quotidien à mieux travailler. Parce que comme je vous le disais, c'est quelque chose qui a explosé durant le confinement. La crise sanitaire a vraiment tout stoppé en termes d'activité sociale. Vous le savez, on ne sort plus, on ne voit plus personne et on ne va plus au travail, pour ceux qui le pouvaient. Donc, avec le télétravail et le côté étude chez soi, eh bien, ça a créé effectivement une demande assez forte de créer une ambiance sympa, aussi chez soi, où l'oreille capte des sons qui ne l'empêche pas de se concentrer, mais bien au contraire, lui permet d'occuper le vide. Donc on est sur des rythmes assez lents, très peu marqués, des lignes mélodiques très simples qui se répètent, mais c'est slow, hein, c'est très épuré. On n'a pas de son trop grave, on n'a pas de son trop aigu, il n'y a pas de chant. Il y a des morceaux aussi qui utilisent des petits bruits d'ambiance, style petite pluie fine, des petits bruits d'oiseaux qui gazouillent, comme ça. C'est une bande-son de votre vie. Voilà. Si votre vie était un film et qui a besoin d'illustrer un fond sonore, la lo-fi fait le boulot. Alors, oui, après, c'est pas de la grande musique, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas son but. C'est pas son but. Donc, si vous voulez jeter une oreille sur ce style, je vous recommande chaudement la chaîne Lo-Fi Girl. C'est la plus grosse, c'est la plus connue, et vous l'avez peut-être même déjà vu passer dans vos suggestions sur YouTube, avec toujours voilà, cette jeune fille qui est en train de travailler avec son crayon et son carnet, avec sa lampe, son ordinateur, son chat qui regarde à travers la fenêtre, la ville endormie avec la pluie, dans un style très manga. Voilà, il n'y a pas plus d'évolution, c'est une sorte de boucle de dessin animé qui n'est pas perturbante. Bon, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui regarde l'image. Généralement, comme je vous l'ai dit, les gens travaillent. Donc, je pense que la fenêtre, elle est réduite et qu'ils sont plutôt en train de taper du texte ou faire des recherches, etc. etc. Enfin, chacun son activité, bien sûr. Donc, c'est vraiment pas l'aspect visuel. Mais cette identité, elle est conforme, finalement, à l'intention du concept lo-fi. Le côté, j'étudie chez moi, tranquillement, dans ma bulle, sans être coupé sensoriellement. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et j'avais envie de vous en parler parce que ça m'a vraiment intrigué. Alors vous me direz peut-être, mais pourquoi j'en ai pas mis, tout simplement, dans cette vidéo pour mieux comprendre? Bah, ça s'appelle simplement des droits d'auteur. Voilà, donc c'est pas ma musique. Il y a certainement de la musique lo-fi libre de droit, mais j'ai pas fait de recherche. Mais allez directement, vous cliquez dans la barre d'infos, vous allez avoir le lien vers la chaîne en question et vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Et puis surtout, je trouve que l'expérience lo-fi, elle est sur le temps. Il ne s'agit pas juste d'écouter 2 secondes, puisque c'est pas fait finalement pour vous plaire. C'est plus fait pour ne pas vous déplaire et combler un vide sonore. Donc c'est plutôt une playlist qu'il va falloir tester pendant 1 heure ou 2. Dans une session de travail, et voir si ça vous aide, ou au contraire ça vous agace, ou vous indiffère. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez ce problème de l'angoisse du silence? Est-ce que vous avez toujours besoin d'un bruit de fond? Je sais qu'il y a des gens qui, en travaillant, mettent toujours la radio, ou même laissent tourner la télé à un volume assez bas, juste pour avoir une sorte de présence. C'est assez étrange pour moi, parce que j'appelle ça plutôt des bruits parasites.
moi j'aime la musique et je la mets relativement fort, et ça m'empêche pas de me concentrer. Et au contraire, mais c'est parce que la techno, ça aide, je pense, aussi à se focus dans un rythme particulier. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce concept et voir si vous êtes aussi adepte de la lo-fi et si ça a amélioré votre quotidien. Ok, et ben aujourd'hui on est de retour chez Marcus Pizze Amore. Pourquoi? Parce que eh bien c'est un endroit qui vit. Oui, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est un endroit qui a de très bonnes pizzas vegan à sa carte, mais non content d'avoir une carte fixe, il y a aussi les pizzas vegan du jour, et il y a une pizza vegan qui est assez récente, qui s'appelle la Star, que je vais déguster pour vous, bien sûr, bien sûr. C'est pas pour moi, bah non. Alors, la Star, qu'est-ce que c'est? Je vous fais la lecture. Nous sommes sur une base sauce tomate, mozzarella végétale, saucisse végétale, huile à l'ail, de la menthe fraîche, des copeaux de gondino, le fameux parmesan végétal, et des pousses d'épinards. Voilà. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir osé rajouter de la menthe sur une pizza. Ah ouais, moi je suis comme ça. J'aime bien l'audace. Et alors, Florian s'est laissé tenter par la pizza du jour, qui est en gros une sorte de variation autour de la Star, puisqu'on a aussi de la saucisse végétale et le gondino. En revanche, il est sur une base de crème de poivron, il a de la roquette et de la cébette. Ça n'a pas l'air mal non plus, c'est très verdoyant. Bon, voilà, on est servi. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça sent très bon. Alors le gondino, ça à chaud, hein, ça a une odeur assez forte. Mais j'aime bien le caractère, vous le savez. J'ai rajouté la petite huile pimentée qui va bien. Et c'est l'heure de mordre dedans. Mmh. 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 L'huile à l'ail, ça donne encore plus de volume. Bon, la pâte est magnifique. Ça, c'est pas une nouveauté, c'est une confirmation. On a un bon équilibre entre le taux de fromage végétal et de tomate. Et après, voilà, l'épinard cru, la petite touche de menthe derrière. C'est super bon. Et alors, la saucisse végétale, je sais pas quelle marque ils utilisent, mais elle est très bien. Bref, c'est un bon choix. Je vous le dis, moi. Bon, bah honnêtement, moi, ma pizza, c'est validé. C'est vraiment original. Alors, on a les traceurs communs d'une pizza italienne tout à fait classique, mais il y a un petit plus. Je trouve que l'association de la menthe avec la saucisse qui est légèrement épicée et le crémeux du fromage et la feuille d'épinard fraîche, c'est délicieux. Bon, voilà. Donc, je vous recommande la Star. Mais maintenant, l'ami Florian TDK, lui, il a pris la pizza du jour. Donc, on va recueillir son avis. Ah oui, bah moi je prends souvent les pizzas du jour quand elles me tentent. Et là, c'est vrai que crème de poivron, etc. C'était vraiment pas mal. Donc j'aime beaucoup. Des fois, il y a des calzones, c'est mes préférés. Il faut y aller vraiment tous les jours pour avoir les subtilités. Mais celle-ci était vraiment bonne. En plus, avec le soleil, c'était parfaitement. Ça se mange tout seul. Crème de poivron. Avec la saucisse, ça s'associe parfaitement. Donc c'était trop bien. Allez-y et mangez-la. Bon, vous l'aurez compris, c'était encore un pur moment de gourmandise et de bonheur partagé entre amis. Bon, au soleil, certes. Alors, il y en a qui sont heureux, moi moins, Laura non plus. Bref, quoi qu'il en soit, Marcus Pizze, c'est toujours une adresse que je recommande très chaudement. Mon regret, il est toujours le même. C'est pourquoi il n'y a pas plus de pizzerias à Paris qui proposent des pizzas véganes de qualité, avec du soin, comme ici. Donc, faute de mieux, on va chez le meilleur, chez Marcus. Voilà. Bon, et si on parlait un petit peu de cookies? Parce que on aime ça, hein. C'est pas de chez nous. C'est vraiment l'archétype du dessert anglo-saxon. Mais on va pas bouder notre plaisir, on aime ça. Enfin, c'est mon cas. Par contre, je suis compliqué, moi, avec les cookies, hein. Ça dépend. Il y en a certains, je dis, ouais, ça n'a de cookies que le nom. Et puis il y en a d'autres, on se dit, bon, bah, ça, c'est le truc que j'attends. Et c'est pas forcément très orthodoxe. Bref, il y en a pour tous les goûts.
Et aujourd'hui, on va parler donc cookies, mais de cookies qui viennent de Bordeaux. Et c'est une petite entreprise qui s'appelle Love Baking. Et oui, Love Baking m'a fait parvenir une généreuse sélection, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que je puisse goûter et donner mon avis. Eh bien, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Et je vous spoil tout de suite la conclusion. C'est très bon. Mais alors, c'est très 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 bon. Parce que, oui, elle a été assez généreuse. C'est-à-dire qu'elle a doublé toutes les quantités pour que je puisse partager avec Laura, ce qui est très très gentil. Et il y a de quoi faire. J'ai 7 unités différentes à vous faire découvrir aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va passer par le côté d'abord pragmatique, parce que vous me direz, oui, c'est bien gentil, des cookies vegan qui sont réalisés à Bordeaux, c'est un peu loin. Donc vous pouvez commander directement sur le site de Love Bakings, il n'y a pas de problème, mais et je pense qu'elle vend aussi localement dans différents points de vente à Bordeaux. Ok. Donc nous, en tant que Parisiens, enfin moi, forcément, ça nécessite un envoi postal. Donc déjà, je peux vous dire que ça a été très rapide à être envoyé et c'était très bien protégé. Il n'y avait pas de biscuits cassés, il n'y a aucun problème. Ce qui est très rassurant en termes logistiques. Ensuite, oui, des cookies frais, c'est gentil, mais ça tient pas la route sur la longueur, me direz-vous. Et je suis d'accord. A priori, il faut manger assez rapidement. Donc, faire une grosse commande pourrait être un problème. Un problème de goinfrerie ou de partage, voire peut-être un ensemble des deux. Mais il y a aussi la possibilité de les congeler à réception. Et ça, c'est malin. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la moitié que je vais vous montrer aujourd'hui. Et j'ai eu le temps de savourer les autres cookies sur quelques jours. Ils n'ont pas fait long feu. Hein. Honnêtement, je crois que 2 jours et demi, 3 jours max, tout était mangé. Mais c'est normal, c'est normal. Il y a un côté, on en veut. Et donc après, il y a aussi la suggestion, parce qu'il y a une petite carte qui nous le dit, hein, on peut les réchauffer au four durant 3 minutes pour leur donner un peu plus de fraîcheur. Et bah, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en réchauffer quelques-uns, puis on va pouvoir les goûter ensemble. Allez, c'est parti pour la présentation. Voici le premier. C'est le cookie noisette chocolat. Bien sûr, classique. Celui-ci, là, alors ça doit être le 3 choco. Très 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 bon celui-là. Oh oui. Celui-ci, je regarde les noms en même temps, hein. C'est le Lotus avec une pâte de spéculoos. Ah, le nom est évocateur d'une certaine marque, hein, vous le savez. Là, on a le Dark Choco. Regardez l'épaisseur. Non, mais c'est magnifique. C'est très généreux, hein, clairement, très très clairement. Ensuite, là, j'ai le OG où on a, oups, que je ne fasse pas tomber. Il est très épais celui-ci, du chocolat qui coule et des cacahuètes. Alors il y a une autre version qui s'appelle le sneaker qui est avec du caramel à l'intérieur. Mais il y a de la surprise hein, quand on coupe, il y a des petits inserts parfois, il y a des trucs. Celui-ci, c'est très bon, je ne sais plus ce que c'était. Hop, je cherche dans la liste. Je ne sais plus, mais en fait il y a des petits morceaux de cranberry dedans. Il est un peu vanillé. Il est vraiment très très bon. Et enfin, là on sort du cookie classique pour aller vers le brookie. Alors si vous ne connaissez pas le brookie, c'est un mélange entre le brownie et le cookie. Brookie. Et alors quand c'est bien fait ça, c'est une dinguerie. Bon, je viens de mettre mon four à préchauffer à 180 degrés et j'ai fait ma petite sélection, puisque comme j'ai eu le bonheur, la joie et l'avantage déjà de tout goûter, je retourne peut-être vers mes favoris. Voilà. Juste pour voir ce que ça vaut une fois un peu tiède comme ça. Donc voilà, c'est sur plaque, j'ai le brookie, j'ai pris aussi le Lotus et le 3 choco.
Et voilà, 3 minutes, ça passe vite. Et l'odeur dans la cuisine, cette odeur de biscuit, c'est toujours très agréable. Et le résultat, vous le voyez certainement à l'écran, c'est que notre chocolat est redevenu brillant, un petit peu gras. Ça, voilà. Bon, trêve de bavardage, il faut goûter. Alors, afin de partager plus proprement avec Laura, je les coupe en deux. Et ça me permet de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Regardez les strates. Voilà. Là, déjà, on se dit qu'il y a du travail. C'est pas juste un petit peu de pâte avec un peu de chocolat fondu, puis on enfourne. Non, non, il y a un concept. Voyons ça. Il est juste tiède comme il faut. Ah, c'est super bon. On est sur des saveurs clairement régressives qui m'évoquent le gâteau marbré style Papy Brossard. Mais, par contre, avec une texture de cookie qui est à la fois moelleux et légèrement croquant à l'extérieur. Il y a un bon équilibre. Et par contre, en goût, ouais, il y a un côté savane, quoi. Il y a un côté savane. C'est très très bon, c'est réussi. Passons au suivant sans plus attendre. Donc, le lotus. Et là encore, regardez, il y a un insert de pâte de spéculoos à l'intérieur. Ça, on aime. C'est bien décadent à souhait. Mmh. 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 Oui, je prends mon pied. Et alors, là, on retrouve tous les traceurs du spéculoos classique, avec ce côté un peu crémeux, puisque c'est la pâte à tartiner. Et alors, l'ajout du chocolat avec le cookie dont la pâte, elle, est plutôt une pâte blonde, un peu biscuit vanillé. Ça fait un équilibre, ça crée autre chose. C'est très réussi, c'est gourmand. Ça rappelle forcément des bons souvenirs, mais il y a un apport de ces petits éléments supplémentaires que je trouve bienvenus, qui font que c'est pas monolithique. Donc, très très chouette. Alors, avant d'entamer mon dernier morceau, qui sera donc un morceau de brookie, oui messieurs dames, je tiens à signaler quelque chose. Effectivement, ces cookies sont gros, c'est fat, c'est généreux, et on se dit visuellement, bien, ouais, on en mange un, on n'en peut plus, c'est trop riche, c'est sûr, ça va nous plomber. Et bah, à ma grande surprise, c'est pas le cas. Ils ont une bonne texture, ils sont consistants, ça c'est vrai, mais non, ils pèsent pas sur l'estomac, ils sont pas lourds, ils sont pas graisseux, enfin, il y a pas une saturation en sucrosité non plus, c'est correctement sucré comme on est en droit de s'attendre de ce type de biscuit, c'est sûr, mais c'est pas trop, il y a rien de trop. Donc finalement, enchaîner les cookies, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. C'est ça le danger. Mais maintenant, on passe au brookie. Le voici. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une base qui est la base brownie et le dessus, la couche blonde qui est cookie, brookie. Oh. Oh. Bon, très honnêtement, c'est beaucoup plus riche et plus dense que les cookies. Mais c'est ça qu'on aime, hein. Il n'y a pas de limite. On a vraiment un jeu de texture entre les deux spécialités superposées. Donc là, on a plus un cookie qui est plus croustillant, croquant sous la dent, et le brownie qui est beaucoup plus tendre, voire légèrement mi-cuit. On a une sorte de texture un peu fudge au centre, très chocolat, très intense. Et voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est super bon, et si vous avez jamais goûté de brookie de votre vie, eh bien sachez que ça se fait aussi en vegan, et ça se fait très 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 bien. Bon, il est temps de conclure, mais comme je vous l'ai déjà dit en introduction, voilà, je suis séduit par le travail de Love Baking. C'est vraiment très bon, de bout en bout. Il n'y a pas eu de faiblesse. Alors forcément, on a toujours nos préférences. La preuve en est, moi j'ai une sélection un peu plus réduite sur l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire que ceux que je n'ai pas regoûtés devant vous, là maintenant tout de suite, n'étaient pas bons, ou même simplement pas à mon goût. Non, j'ai tout aimé. J'ai juste eu une petite préférence
sur cette sélection. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, hein, vous savez où ça se passe, vous avez le lien en barre d'infos et vous êtes seul juge de votre goinfrerie à venir. Allez, encore un petit bijou à vous présenter issu de Apple TV. Il s'agit d'un film nommé Tetris. Oui, exactement. Comme le fameux jeu que je suppose tout le monde connaît, qui est transgénérationnel, qui est aussi accessible aux enfants qu'aux personnes âgées, qui est très addictif. Qui n'a pas passé des heures sur Tetris? Objectivement, à un moment dans votre vie, c'est improbable que vous n'ayez pas arrêté sur un Tetris et que vous n'ayez pas été capté. Enfin, je trouve, c'est la simplicité du jeu et son fonctionnement très instinctif qui fait toute la beauté et la réussite d'ailleurs de ce jeu. Bref, je ne suis pas là pour vous en parler parce que le film est là pour ça, lui. Concrètement, c'est effectivement un film certainement un petit peu romancé, mais qui s'inspire de la véritable histoire de l'essor de Tetris. Et on se retrouve avec une histoire digne d'un film d'espionnage, parce que, peut-être que vous l'ignoriez, mais Tetris est un jeu développé en Union soviétique dans les années 80, donc en pleine URSS, guerre froide, tout ce qui va avec. Et on se retrouve avec l'histoire d'un mec qui est entrepreneur dans le jeu vidéo, qui, à l'occasion d'un salon à Las Vegas, qui existe toujours, teste un Tetris, et il en acquiert les droits pour la diffusion au Japon, puisqu'il vit au Japon et marié à une japonaise. Et là commence toute une histoire de gestion de licences, de droits, d'exploitation et de guéguerre entre différentes personnes qui veulent les droits, avec forcément Nintendo et Atari derrière. Bref, c'est la baston générale et je vous dirais tel quel, bon, ça pourrait être un documentaire, mais c'est pas un film qui pourrait être intéressant, voire haletant. Et bah, ils ont réussi. Ils ont réussi à faire quelque chose qui est prenant, hyper intéressant, hyper rythmé. On est vraiment sur les codes d'un film d'espionnage, puisque il y a tout un contexte, et je ne vais pas tout vous raconter. Vous allez le découvrir par vous-même, parce que j'espère que vous allez le voir. Et on s'ennuie pas, les acteurs sont bons, c'est bien filmé, il y a le charme de l'URSS des années 80 qui est bien retranscrit. C'est assez fort. Et franchement, on a beaucoup aimé ce film parce qu'il est à la fois instructif, distrayant et avec le petit truc. Il y a une tension, franchement, il y a une tension. C'est pour ça que je le compare un peu à un film d'espionnage un peu tendu, quoi. Mais c'est très très bien, c'est très très bien. Enfin, je vous le recommande. Alors aujourd'hui, pour ma recette, j'ai envie de m'associer aux festivités britanniques qui ont lieu ce week-end, parce que selon la date où vous regardez, ce sera soit demain, soit ce sera passé, mais il y a la célébration, le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla qui a lieu ce 6 mai. Et le couple royal a annoncé que le plat qui sera servi pour les festivités est un plat végétarien. En effet, il faut savoir que le prince Charles, comme on avait l'habitude de l'appeler jusqu'ici, a toujours été très très engagé pour l'environnement, pour les animaux, etc. Entre autres, je crois qu'il est toujours en activité, c'est le président de l'association WWF, et il a été un des premiers hommes politiques publics à prendre position pour alerter contre le réchauffement climatique. C'est quelqu'un qui est très très impliqué depuis toujours dans ces questions et de fait, la réduction de la consommation de viande est au cœur du sujet. Lui-même a déjà déclaré qu'il ne mangeait que de la viande 1 fois ou 2 par semaine. Alors certes, c'est pas parfait. En tant que vegan, on va se dire oui, bah autant aller jusqu'au bout. Et pourquoi la quiche, elle est végétarienne? Pourquoi? On peut faire en vegan. Eh bien, c'est ce que je vais vous prouver
aujourd'hui. La Coronation Quiche sera vegan par mes soins. Alors ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est que la recette, elle est publique, diffusée en Angleterre, avec une vidéo pour servir de tuto et tous les grammages, afin que tous les sujets britanniques puissent reproduire chez eux la fameuse quiche royale de couronnement qui sera donc partagée en famille. Mais moi je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette de se dire, bah écoutez, on fait quelque chose d'accessible à tous, facile à reproduire, et on va tous manger la même chose. Bon, ok. Bon, on va quand même faire ça en vegan parce que on est un petit peu plus exigeant. Et nous y voilà. Alors bon, déjà, on pourra être d'accord sur le fait que ce n'est pas la plus belle des quiches que j'ai pu réaliser dans ma vie. C'est certain. En même temps, je me suis rendu compte que j'avais pas de petit moule de la bonne taille par rapport aux proportions et que c'était un moule relativement bas. Donc ça manque un petit peu de hauteur. De plus, j'ai légèrement laissé sous le grill un peu trop. Bon, mais ça, c'est pas très grave. C'est pas brûlé, mais c'est un peu sombre, on va dire. C'est marqué, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça a l'air très bien, malgré tout. Hein, il y a une bonne tenue, et je sais, maintenant il faut savoir, est-ce que c'est bon, vous voyez, hein, elle est là, elle tient, elle fait son poids. Ah ouais. Bon. Alors c'est bon. Oui, mais. Pour moi, ça manque un petit peu de profondeur, à savoir que j'ai suivi la recette à la lettre dans ses ingrédients, dans son esprit. Bien sûr, oui, j'ai tout végétalisé, et puis l'appareil à quiche n'est pas exactement pareil, mais les seules épices qui sont utilisées officiellement, c'est du sel, du poivre, avec l'estragon comme aromate.
Et moi, instinctivement, quand je goûte ça, je me dis, quand même, un petit peu de muscade, un petit truc en plus, ça donnerait plus de profondeur, on serait plus sur des quiches un peu plus à la française. Mais bon, en tout cas, l'épinard avec les fèves et l'estragon, ça fonctionne très très bien. Le fromage végétal n'a certainement pas le même caractère qu'un cheddar anglais affiné, etc. Mais ça donne à la fois le côté croustillant légèrement sur le dessus et fondant et crémeux à l'intérieur. Donc ça donne un bon équilibre. Et honnêtement, c'est une quiche qui me plaît bien. C'est peut-être pas la meilleure, je pense qu'on peut aller un peu plus loin et surtout avoir une plus grande densité avec un moule adapté. Ce serait pas mal. Mais en tout cas, j'aime bien et je suis content de l'avoir fait. Et bien sûr, si vous vous demandez comment j'ai réalisé mon appareil à quiche, vous retrouverez toutes les informations dans mon livre à la française. Parce qu'il y a la quiche lorraine comme il se doit. Et j'ai repris à peu près la même chose en ajoutant forcément les ingrédients adaptés dans cette recette. Et voilà les amis, il est grand temps de conclure cette semaine. Et malheureusement, ça va se finir sur une super mauvaise nouvelle. La semaine dernière, je vous faisais part des grandes difficultés de Vegami, je vous mettais un petit peu en alerte, ça n'a pas suffi. Là, le coup près est tombé, c'est officiel, la société ferme le 9 mai, définitivement. Voilà. Donc, il n'y a pas de mots, parce que finalement, c'est vraiment une page de l'histoire du véganisme qui se tourne, et on n'en a pas encore ressenti les effets. Pourtant, il va falloir s'attendre à des moments assez difficiles, je vous préviens tout de suite, parce que Vegami, un monde vegan, de toute façon, voilà, peu importe comment on l'appelait, c'était certes une boutique pour les particuliers, pour nous tous, en ligne ou physique, mais quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est que Vegami était aussi importateur exclusif de beaucoup de produits vegan, venant principalement d'Europe, mais aussi, par exemple, du Québec, Gousta. Si on a pu trouver du Gousta jusqu'à présent depuis le mois de novembre en France, c'est grâce à Vegami. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, dans mon épicerie, dans ma région, ils vendent aussi du Gousta. Eh bien, voilà. Le revers de la médaille, c'est que non seulement Vegami était importateur exclusif, mais aussi grossiste pour toutes, absolument toutes, les épiceries véganes de France. Voilà. Donc à partir du moment où ils mettent la clé sous la porte, il n'y a plus d'activité de grossiste. Ça veut dire que toutes les épiceries véganes vont se retrouver à avoir des rayons vides. Alors on va le souhaiter temporairement, que voilà, ça va rebondir autrement, je sais pas comment, mais on va souhaiter que ça rebondisse. Mais il va pas falloir vous étonner s'il y a des pénuries sur pas mal de références que vous affectionnez. C'est un effet de bord que je vous prédis. Dans le même acabit, il faut savoir aussi que Vegami était fournisseur de beaucoup de restaurants véganes à travers la France. Ça veut dire que selon les plats des restaurants, certains plats vont disparaître, faute de matières premières adaptées, parce qu'il n'y aura personne pour leur fournir la même chose. Donc là aussi, il va falloir s'attendre à soit des disparitions de plats, soit des adaptations avec de nouveaux produits, de nouvelles marques, etc., etc. Bref, c'est un véritable bouleversement du jeu, et on est vraiment sur un effet domino en cascade qui n'est pas du tout réjouissant. Alors bien sûr, hein, on va penser immédiatement à tous les employés de chez Vegami, parce qu'ils étaient assez nombreux entre la gestion des entrepôts de Gagny et la boutique où il y avait toute une équipe. Donc voilà, c'est dur pour eux, ça va pas être facile de retrouver du boulot derrière. Voilà, je pense aussi à Jean-Luc,
le fondateur de Vegami, parce qu'il a tout donné pour sa boîte, et voilà. Hein. On n'oublie pas hein, quand même, quand on est entrepreneur, on n'a pas le droit aux indemnités, on n'a pas le droit au chômage. Hein. Voilà. Donc c'est des moments difficiles humainement, c'est des moments difficiles pour nous tous, dans le choix de ce qu'on va trouver. Et voilà, faut le savoir. Donc bon, je vais pas plomber davantage l'ambiance. Moi, j'aurais soutenu cette entreprise du mieux possible durant toute son existence. Je regrette pas. C'était une belle aventure parce que c'est vraiment grâce à Vegami qu'on a découvert beaucoup de choses, que j'ai eu l'occasion de vous présenter plein de produits que j'aurais pas pu découvrir sans eux. Et puis voilà. Bref, sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Hein, c'est déjà suffisamment pénible. Donc vous pouvez vous rendre dans la boutique pour la liquidation, voir ce qui reste. Parce que oui, il reste plus grand chose, mais il reste quand même certaines références. Donc c'est entre guillemets l'occasion de faire encore des bonnes affaires, même si on s'en serait bien passé du coup. Et voilà, les soutenir jusqu'au dernier moment pour éponger les problèmes. Ce serait cool de le faire. Voilà, vous avez jusqu'au 9. Par contre, d'après ce que j'ai compris, la boutique en ligne est fermée quant à elle. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé, vous, une très bonne semaine. Vous pouvez toujours vous abonner, lâcher un pouce, me soutenir sur Tipeee, tout ça, tout ça. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!